Bonjour, bienvenue. Avant de commencer, j'aimerais bien vous rappeler que cet événement dispose de l'interprétariat simultané en français, anglais et arabe. Pour utiliser la langue la plus adéquate pour vous, il faut utiliser, il y a le globe terrestre là où vous pouvez cliquer. Le symposium est organisé par l'initiative ASOS du patrimoine culturel. Nous célébrons notre 10e anniversaire cette année et nous considérons dans nos priorités la préservation du patrimoine culturel avec la collaboration des académiciens, les experts et les membres de la société civile. Là, cette session d'aujourd'hui est un exemple de ce type de collaboration. La session sera divisée en deux parties. La première partie est en relation avec des enregistrements de chaque personne qui va présenter. Et par la suite, nous allons avoir des sessions menées par des modérateurs. Prière de poser vos questions au niveau du box Q&A, questions-réponses. Nos modérateurs, c'est votre sœur Hatiba Edabi. Docteur Edama est un professeur au niveau de l'université spécialisé en archéologie et en patrimoine. Elle a eu un diplôme national d'archéologie et elle était auparavant le chef de département du département de l'archéologie à l'université au Marrakech. Avant de donner la parole à professeur, j'aimerais bien souhaiter un bon Eid Mubarak à tous nos collègues musulmans et nous vous souhaitons le meilleur pour cette session. Je vous remercie pour votre présence et je donne la parole à professeur pour qu'elle puisse partager avec nous. Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite un bon Eid et je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui dans cette session en relation avec le patrimoine culturel au Maghreb. Et ce sont les journées scientifiques qu'ils ont organisées avec Azos en relation avec le culturel, les patrimoines culturels. Au cours de ces jours-là, pendant 3 jours, entre le 12 et le 13 avril, aujourd'hui c'est notre deuxième journée, elle est consacrée au patrimoine culturel maghrébin, là où nous aurons des académiciens, des experts, des personnes qui représentent la société civile, qui ont un seul souci, le souci de préserver le patrimoine culturel, de promouvoir le patrimoine culturel à mon nom et au nom de tous ceux qui ont organisé ce symposium. Nous vous souhaitons la bienvenue et nous vous souhaitons une excellente session. Aujourd'hui, nous allons commencer par Madame Awatif Bahroum de l'Université de Manouba. Elle va nous parler de la disparition du cimetière juif dans la ville de Slimane à Tunis. Bonjour tout le monde. Je me présente Awad Bahroun, doctorante en sciences du patrimoine et mon intervention s'intitule Le cimetière juif de Slimane en voie de disparition. Beit Agrofarot Ayahoudi Bisoliman Biskinat Hi Almot. Dans le cadre de ma recherche doctorale focalisée sur la communauté juive du Gabon tunisien et son patrimoine, la coïncidence a joué un rôle avantageux. Il s'agit en effet de la présence d'une communauté juive située à la ville de Slimane qui est ignorée et méconnue de la plupart des citoyens. La photo à gauche, c'est la carte du Gabon. C'est le Gabon situé au nord-ouest nord-est de la Tunisie et Slimane, ça fait partie de la région. Et le plan de situation de cimetière entourait
La superficie actuelle, c'est entouré en bleu. Ça, c'est une usine, mais la superficie actuelle, c'est de 2000 mètres carrés à peu près. Or, d'après les témoignages, et plusieurs citoyens affirment que le cimetière était plus vaste que son état actuel, vu le monde important de la communauté juive oslimane au siècle dernier. L'extension de la zone industrielle a masqué une partie de ce lieu de mémoire, d'autant plus que nous sommes face à la dernière trace de monuments juifs. Néanmoins, vers le mois de mars 2022, j'ai décidé de contacter l'association de sauvegarde de la ville de Slimane en la présence de vice-président M. Walid Zdini, qui a eu la gentillesse de m'orienter et de me faciliter la tâche pour la visite au cimetière en question. Ma première visite m'a révélé un état lamentable, un lieu délaissé et sans soin, des tombes vandalisées, autres sans épitaphe, ce qui nécessite un grand travail minutieux. Le mauvais état du cimetière, des tombes sans épitaphe, autres vandalisées par les chercheurs des objets de valeur. Cette zone d'étude sera un projet scientifique considérable dans la mesure où elle peut soulever plusieurs problématiques et elle peut nous ouvrir des horizons de recherche lourds de signification et dévoiler les caractéristiques originales en retrouvant les tombes, les allées, les limites. En tant que doctorante en sciences du patrimoine et membre du laboratoire du patrimoine à l'université de Manouba, comme tous les étudiants, j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation sous l'égide de Hazor. Une tablette contenant un formulaire d'inventaire des sites et des monuments historiques, notre tâche étant de remplir les données demandées, nom du site historique, état, localisation. Un intérêt particulier a été accordé au cimetière de Soliman par Hazor. Ce lieu devra faire l'objet d'une étude approfondie, détaillée, voire exhaustive. Les visites de terrain. Octobre 2022, la première visite, c'était de Hazor et c'était la rencontre entre un membre d'Azor et l'association de sauvegarde de la ville de Slimane. Parmi les personnes présentes, un membre de l'association, M. Mohamed Grab, a eu la gentillesse de nous raconter les souvenirs inoubliables avec les Juifs de Soliman, en insistant sur les rapports de fraternité et de bon voisinage. Les membres de Hazor ont exprimé leur soutien et promis une éventuelle coopération. La deuxième visite, c'était en décembre 2022. 3 collaborateurs se sont rassemblés au cimetière, Hazor, laboratoire du patrimoine et l'association, afin d'envisager un plan de sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine juif. Parmi les points intéressants, le financement de désherbage et de nettoyage, recherche les limites authentiques de ce site funéraire et l'installation d'un siège afin d'éviter les fouilles clandestines. Une campagne de nettoyage du cimetière avec la participation de scouts, c'est le bureau local de Slimane. Et bien sûr, la participation des membres de Hazor. On voit ici M. Will, M. Mustafa de l'association et tous les membres du laboratoire aussi fait. En parallèle, une session de formation assurée par Madame Hanan Sharaf pour les membres de l'association. À ce stade, j'ai pris en charge une mission de travail technique spécifique pour chaque tombe, des fiches individualisées en présence d'un membre de l'association de sauvegarde de la ville de Slimane, M. Mohamed Aziz, pour un relevé de cimetière et toutes les informations concernant les tombes. Travail de terrain, bien sûr, pour remplir le formulaire donné par Hazor. Après le travail de terrain, M. Daniel Cohen, le rabbin de la Goulette et le directeur de l'école religieuse juive à Tunis,
nous a déchiffré les épitaphes écrites en hébreu et en judéo-arabe pour chaque tombe. Épitaphe en judéo-arabe et épitaphe en hébreu. La troisième visite, c'était en mai 2023. Dans le cadre préparatif pour une troisième visite des membres de Azor et des membres subsahariens pour une formation en photogrammétrie, j'ai collaboré avec la municipalité de la ville de Slimane pour un désherbage minutieux et un nettoyage total afin de pouvoir travailler et prendre les mesures des tombes. Cette mission nous a permis de découvrir des tombes cachées. La campagne de formation, la session de formation à la photogrammétrie dispensée par M. Jared Koller. Cette formation a été clôturée par les bailleurs de fonds américains qui ont visité la Tunisie pour la première fois et ils ont déchiffré quelques épitaphes. Voilà M. Jacques Sanson qui a déchiffré des épitaphes en écriture hébraïque. À la fin de notre mission, en août dernier 2023, les enfants du quartier, fascinés par nos activités, ils ont pris grand plaisir à participer à notre travail, en particulier en photogrammétrie. Les enfants participent à des travaux de photogrammétrie, les enfants du quartier. Notre orientation future est de demander le titre foncier auprès de l'administration régionale des affaires foncières, qui établira les limites afin de nous puissions présenter au conseil municipal de Slimane pour l'autorisation de construire un siège de protection afin de faciliter une autre étape de la documentation et de la recherche. Conclusion. En vue de cette présentation, ce lieu est l'un des rares de son genre qui ait survécu en Tunisie. Il est le témoin d'une communauté qui était omniprésente dans le pays. La protection d'un tel cimetière contribuera à perpétuer la mémoire de ses habitants qui ont malheureusement quitté leur pays. Merci pour votre attention. Je suis Gemelle et je suis de Cartagena et c'est une association qui travaille sur la préservation du patrimoine en Tunisie. Mais aujourd'hui, je vais parler de la communauté en danger. Et aujourd'hui, nous allons parler de plusieurs thématiques et nous allons commencer par la documentation des patrimoines des minorités et essayer de créer un lien entre les minorités et quels sont les défis, les nouveaux défis et quelles sont les étapes à suivre. Nous allons, et avant de parler de cela, je vais faire un récapitulatif des minorités sur lesquelles nous avons travaillé au cours des années précédentes en Tunisie. Nous avons en général des minorités ethniques et des minorités linguistiques, par les Amazighs, les Tunisiens qui sont issus des pays subsahariens. Euh, et les Amazirs sont toujours fiers de leur langue qu'ils essayent de préserver. Et aussi, je parle des Tunisiens qui sont issus des pays subsahariens et qui ont toujours demandé et ils étaient vraiment présents lors des journées des Phéniciens. Et au cours de plusieurs décennies, ils ont essayé de rassembler ces personnes-là de l'Afrique subsaharienne et ainsi que ils ont essayé de libérer les pays et par la suite, ils se sont concentrés au niveau des villes tunisiennes et ils sont devenus une minorité en Tunisie. Et la deuxième partie des minorités qui seront catégorisées comme étant les minorités religieuses, les musulmans,
sont les Ibadites, les Shia, les Hanafis, et qui sont des minorités. Lorsque nous les comparons avec l'orientation maliki qui est suivie par la plupart des Tunisiens, il y a aussi les Juifs, les chrétiens, et pour et les baillis aussi. Et pour ceux qui n'ont pas une idée sur le pourcentage de la chrétienté, elle est plus ou moins non claire parce qu'il y en a ceux qui ne souhaitent pas déclarer le fait qu'ils sont chrétiens en Tunisie. Et vous pouvez documenter beaucoup plus de 200 sites de différents groupes de minorités, y compris les minorités qui sont en danger et en voie de disparition. Et nous avons aussi beaucoup plus que 100 000 photos qui ont été prises à partir de ces sites. Et là, vous pouvez voir les exemples des photos et quelques traces et quelques preuves que nous avons pu collecter. Par exemple, au niveau droit, vous pouvez voir une mosquée ancienne et qui est dans une bonne situation en les comparant avec d'autres centres de culte. Et là, vous pouvez voir aussi sur le côté gauche une photo d'une ferme au niveau d'une et certaines parties ont été développées dans une boutique ou dans un magasin et dans un café, comme vous voyez ici sur cette photo. Et les opérations de documentation nous ont permis de prendre plusieurs photos idéales et pour qu'on puisse aussi faire des mouvements beaucoup plus. Et nous avons essayé de démontrer cela à plusieurs partenaires qui nous ont aidés. Mais au début, quel est l'objectif de votre travail? Mais lorsqu'ils ont vu les résultats qu'ils étaient sur ces photos-là, et ils ont vu des installations qui ont été vraiment restaurées, ils ont constaté que ce travail était vraiment bien, bien pour tous ceux qui étaient vraiment intéressés par le patrimoine des minorités. Et là, vous pouvez voir le lien entre la création du lien. C'est à travers les événements publics que nous organisons. Et Cartagena a alloué des efforts énormes et a organisé des événements pour découvrir les minorités et essayer de créer un lien entre les minorités. Et vous voyez ici, sur le côté gauche, euh, une dame qui appartient aux minorités, qui représente son patrimoine. Et vous pouvez voir aussi au cours des événements, nous essayons de faire participer toutes les minorités. Et nous avons aussi célébré le Nouvel An amazigh et nous étions en mesure d'organiser beaucoup plus d'autres événements, le Nouvel An amazigh, et nous avons invité d'autres minorités, les Ibadis et les chrétiens, ainsi que la communauté juive qui existe qui existe en Tunisie. Et à droite, vous voyez ici une dame qui dessine sur le mur, qui fait un tableau. C'est une femme qui appartient à une minorité qui parvient de l'Afrique subsaharienne. Cela représente un lien que nous essayons de souder et d'installer entre les différentes minorités. Et par la suite, nous participons
dans les discussions privées. Et vous pouvez voir ici les dialogues qui ont eu lieu entre les Tunisiens à Djerba, entre les Juifs et les musulmans. Et vous voyez ici une autre minorité chiite aussi dans une autre ville. Et vous voyez ici une autre photo d'une femme juive qui a parlé de son patrimoine, qui parle de son patrimoine culinaire juif. Aussi, elle a parlé des habits traditionnels juifs. Les défis que nous avons rencontrés et que nous pouvons rencontrer. Premièrement, c'est le vandalisme qui pourrait en avoir lieu contre l'héritage des minorités et le patrimoine culturel des minorités, comme il a été démontré. Euh, et vous pouvez voir aussi les désastres naturels comme il a eu lieu en Libye et au Maroc récemment. Avec le changement climatique, qui représente une raison. Il n'y a pas un pays qui est à l'égard. Cela veut dire que ce type il y a aussi la situation géopolitique qui pourrait en avoir lieu, un impact comme tout ce qui se passe en Palestine, à Gaza, avec d'autres attaques qui pourraient en avoir lieu contre les minorités. Et les minorités dans le monde arabe vivent dans une situation parce qu'ils voient que l'Occident pourrait être biaisé et qui pourrait être contre eux. Et c'est un des dangers que nous pouvons voir lorsque nous traitons avec les minorités. Nous devons comprendre leurs besoins et leurs soucis. Et il y a aussi le problème d'extrémisme qui est en train d'augmenter au niveau de nos pays et cela représente des menaces que nous souhaitons traiter. Il y a plusieurs outils que nous pouvons utiliser. Ce sont les outils qui peuvent nous aider à dépasser quelques difficultés. Nous essayons de travailler avec des techniques beaucoup plus pointues. Par exemple, les drones pour qu'on puisse prendre des photos et pour qu'on puisse créer des 3D ou des impressions en 3D. Et nous rencontrons aussi quelques problèmes administratifs, par exemple aussi les déclarations ou bien aussi les autorisations avec lesquelles nous pouvons en avoir accès à ce type de site. Les cimetières en Tunisie entre patrimonialisation et valorisation. Création d'une carte interactive. Les cimetières de la minorité juive. Introduction générale. Les cimetières n'ont pas été toujours un sujet d'engouement et de prédilection pour les chercheurs. Les études patrimoniales se sont donné importance plus au monde des vivants que celui du monde des morts. Les premières études consacrées aux cimetières et au patrimoine funéraire en Tunisie étaient focalisées sur la période antique. Elles étaient menées par des archéologues et des historiens de l'Antiquité. Pourtant, la Tunisie dispose d'un patrimoine de cimetières riche et diversifié, qui date de toutes les périodes et surtout de la période contemporaine où on trouve plusieurs cimetières, les cimetières des musulmans, des chrétiens, des minorités, des militaires aussi. Et ces dernières années, les approches patrimoniales se sont intéressées spécifiquement à ce patrimoine, surtout les cimetières se sont devenus un sujet de prédilection dans notre travail, qui est une étape première d'un projet global et de longue haleine, vise à repenser ce patrimoine avec toutes ses origines et ses caractéristiques. C'est pourquoi nous proposons la réalisation d'une carte interactive qui retrace les différents cimetières
cimetières en Tunisie. Au début, nous avons commencé à identifier ces lieux chargés d'histoire et de mémoire. D'ailleurs, une enquête terrain a été lancée pour retracer la répartition géographique des cimetières et connaître les lieux de ces cimetières, surtout qu'on a plusieurs cimetières qui se sont disparus, qui se sont détruits, sont aménagés pour devenir des espaces urbains, tandis que d'autres sont en état dégradé très critique. En parallèle, nous avons commencé une riche recherche bibliographique et archivistique pour enrichir notre connaissance et pour retracer la petite histoire de ces lieux de mémoire, rehausser une petite vie de ces mémoires. Par la suite, le corpus nécessitera un travail de numérisation pour construire une base de données géographiques utile pour la création de la carte. C'est ce qui permettra d'appliquer des techniques de traitement informatique de nos données dans le but d'une automatisation cartographique. Nous allons présenter quelques notes préliminaires sur les cimetières, la nomination des cimetières Beit el-Haïm, c'est-à-dire la maison des vivants selon le jargon juif ou pour les juifs. C'est un espace pour l'enterrement. Il se compose d'un espace d'enterrement où on trouve une répartition stricte telle qu'elle celle qui existe dans le cimetière de Bourjul entre Yehoud Twens et Yehoud Grana, un dépositoire où on dépose les morts avant leurs enterrements et généralement les cimetières sont la propriété de la communauté et il était géré par un corps de métier ou une commission désignée par les institutions de la communauté telles que le conseil ou bien les caisses des bienfaisances. Les cimetières abritent les tombes des saints qui se sont devenus au fil des années des mausolées qui drainent des pèlerinages saisonniers. On distingue généralement trois catégories de tombes, tombe plate, tombe à hauteur et la troisième c'est les monuments commémoratifs comme ceux des rabbins, des hommes pieux ou pratiquer les pèlerinages comme celui de Hayat Tayyib à Bourjil, Rabbi Ferji Shawat à Testour, Yacoub Slema à Nebel ou d'autres. Le patrimoine, les cimetières se sont devenus un patrimoine et nous rappelons la charte internationale du patrimoine funéraire qui date de l'an 2000, qui exige et qui souligne la notion de patrimonialisation de des cimetières qui se sont devenus un patrimoine à sauvegarder et analyser. Notre projet de valorisation des cimetières à travers les nouvelles technologies, l'approche cartographique, les objectifs, pourquoi un tel projet? Ce projet s'insère dans la continuité de l'approche de patrimonialisation des cimetières. L'analyse de l'état actuel des cimetières souligne un état où les cimetières des minorités relèvent un état précaire et très déplorable. Donc, on veut sauvegarder ce patrimoine et sauver ce patrimoine à travers une carte interactive qui retrace la répartition géographique, mais aussi qui conserve toutes les données propres à ce patrimoine. En proposant le recours aux outils géomatiques et en créant une carte propre au cimetière des minorités, nous essayerons de retracer les lieux de mémoire de ce patrimoine en permettant de produire des documents cartographiques à l'aide de la gestion et la décision qui sera d'aide pour la gestion et la décision qui seront à la disposition des chercheurs et des associations et la société civile. Les étapes de la réalisation d'une carte interactive. Une première étape qui consiste à fixer les zones d'étude, les cimetières cibles. Une deuxième étape qui se basait sur une recherche de la documentation et la conception d'un système d'information géographique, SIG, qui, sur les cimetières en introduisant toutes les données relatives à ce patrimoine, documents écrits, photos, cartes, plans, cartes postales, architecture et tout. Troisième étape, la géomatique des cimetières. C'est une étape cruciale pour créer une base de données numérique mise à jour d'une façon permanente qui intègre à la fois le territoire, les données géographiques, les données culturelles, les événements, la mémoire de ce patrimoine et il sera transposé sur une carte interactive. Pour commencer notre projet, nous avons essayé d'identifier les cimetières par région. La première étape comportera quelques zones ou régions en attendant d'élargir notre enquête de terrain sur tous les territoires tunisiens et nous proposons de mentionner même les lieux de cimetières qui ont été
détruit pour mentionner cet héritage qui a été un peu qui a été détruit, qui est disparu. Les cimetières de Tunis, donc nous avons commencé par Tunis, sanctuaire fondamental où on trouve des cimetières célèbres et connus, mais au début était la nécropole de Gamart qui a éveillé la conscience des archéologues qui ont commencé les recherches. Par la suite, le cimetière de Tunis entre hier et aujourd'hui, et nous avons commencé cette carte-là qui mentionne les cimetières autour de Tunis, la Médina de Tunis et la ville de Tunis. Ce sont des cimetières à la base des cimetières musulmans, mais ici dans la partie jaune, c'est le cimetière qui se trouve dans l'avenue Rostand et qui est le passage actuellement où c'est le premier cimetière juif et voilà une carte qui mentionne un peu où sont inhumés les grands rabbins, les rabbins célèbres de la communauté juive, Abraham Cohen, Abraham Taïeb, Isaac Lombroso dans sa tombe demeure dans le même endroit et Haït Taïeb qui a été transporté pour être inhumé dans le cimetière de Bourges. Et voilà le jardin qui a été transformé en 1959, le cimetière qui a été transformé en jardin public. Et ceci, c'est le cimetière de Bourges, le cimetière connu et qui a été un peu et qui a connu plusieurs chantiers de réhabilitation, de sauvegarde, de restauration aussi, mais ce cimetière qui se rapporte au rabbin Eliyahu Bourgel, qui a été un rabbin entre 1885 et 1898, et ce cimetière il se compose de trois grandes composantes, une partie consacrée aux juifs tunisiens et l'autre aux juifs livornais, une partie pour les chrétiens et le carré des libres penseurs. Et ce cimetière connaît des pèlerinages chaque année. Par la suite, on a le cimetière du Caban de Nabel, sur lequel on a travaillé dans le cadre des travaux de coopération entre l'association Nassor et l'association Manoba pour les monuments, la culture et surtout le laboratoire de patrimoine Manoba. Le cimetière de Séléman qui a été évoqué par notre collègue Awatef et le cimetière de Testour. Tous ces cimetières, on a consacré un petit travail de terrain pour collecter quelques informations et nous entendons créer une base documentaire pour des informations géographiques SIG qui seront transposées sur cette carte. Pour conclure brièvement, ce travail est une étape préliminaire d'un projet ambitieux sur une catégorie du patrimoine funéraire en Tunisie. Il s'agit des cimetières chargés d'histoire et de mémoire. Cette approche nous a montré qu'on a des cimetières qui connaissent un peu des travaux de restauration et qui connaissent une conscience autour de ces cimetières. Par contre, d'autres ont été détruits et se trouvent marginalisés. Et nous allons travailler à retracer l'itinéraire de tous ces cimetières. Et par la suite, ce n'est qu'une première étape pour lancer un projet de valorisation et de promotion de ces cimetières en proposant un projet de circuit touristique qui se veut mettre en valeur toutes les activités et pratiques relatives à ce patrimoine, à savoir le pèlerinage, la visite des rabbins, les commémorations et les chants liturgiques et tout d'autres activités. Et voilà, et merci. Bonjour tout le monde, je m'appelle Jamel Mariosi, je suis du Maroc et je suis très contente d'être ici parmi vous. Aujourd'hui, je vais parler de mon expérience avec la préservation du patrimoine dans le cadre des dialogues interculturels. Je vais présenter mes contributions par rapport aux efforts et les initiatives qui ont été conduites pour la préservation du patrimoine et dans le cadre des dialogues interculturels depuis 2021 jusqu'à 2023. Au cours de mon expérience,
Dans la recherche, j'ai recueilli plusieurs données, plusieurs informations sur, sur les minorités ethniques et religieuses et j'ai posé plusieurs questions aux, aux habitants de ces communautés pour en savoir plus. Avant de sortir du Maroc ou avant de euh, quitter le Maroc, il y avait plusieurs activités scolaires et il y avait plusieurs ateliers également sur les histoires que nous avons recueillies, sur l'histoire locale. Il y avait plusieurs ateliers sur les locaux, sur l'histoire sociale et sur le patrimoine culturel, sur l'histoire culturelle. Et nous avons regardé ensemble un film Amazigh et qui est un exergue. Et cela nous a montré de l'existence et de la cohabitation en harmonie entre les différentes catégories de la société. Et nous avons créé, en collaboration avec les étudiants et les professeurs, un magazine où nous avons créé ce magazine en ZID et son contenu était sur le patrimoine de ces groupes ethniques et minoritaires. Nous avons également créé, nous avons créé également une pièce de théâtre pédagogique sur la coexistence et sur l'harmonie. Et c'est basé sur les histoires qui ont été collectées auparavant. Nous avons réalisé, mené quelques activités qui sont basées sur le dialogue et sur des activités culturelles avec les membres de la communauté. Et nous avons mené cette activité dans un village où ils ont un cimetière connu, juif. Et nous avons bien bénéficié de plusieurs dialogues et plusieurs discussions interculturelles et interreligieuses. Ensuite, nous avons entamé la coopération et le partenariat avec Assor et nous avons eu une série de formations. Ils étaient en ligne et ils sont venus également sur place. Et c'est grâce à eux que nous avons pu identifier 535 sites en Maroc. Et voici quelques exemples des sites qui ont été documentés, à savoir le cimetière chrétien de Taroudan, également un site local à Sidi El Kouch, à Igram Cercle, au cercle d'Igrem, et à Ida également, Taroudan. Ensuite, et puisque cette formation a été couronnée de succès, Assor nous a dispensé une autre série de formations en ligne et en présentiel. Et voici quelques photos que nous avons prises pour ces formations en présentiel où nous avons pratiqué plusieurs activités et ce dans l'église de Taroudan pour pratiquer la documentation et les participants ont eu la chance de visiter l'église et la messe et ils ont bénéficié du couscous dans l'église
Et c'était l'idée du prêtre Marc en 2023. Nous avons eu la chance d'inviter la communauté juive et la communauté musulmane à Razan pour avoir un dialogue culturel. Comme vous pouvez le constater, ces éléments facilitent le dialogue entre les communautés. Et dans cette photo, vous pouvez voir la main de Fatima, vous pouvez voir également la bougie. Et nous avons des éléments que nous avons recueillis des deux communautés et ceci a été utilisé de façon intuitive pour rassembler entre les communautés et assurer la cohérence et la cohabitation. Je peux vous montrer également un rabbin marocain qui est en train de danser avec la musique locale. Après cet événement, nous avons effectué des visites et nous avons rassemblé un nombre de personnes qui étaient très ambitieux et qui ont suivi des formations en ligne et des formations en présentiel. Ils ont travaillé sur la documentation du patrimoine dans dans la communauté chrétienne, la communauté juive et la communauté musulmane. Et ils ont pratiqué ensemble dans le cimetière chrétien et dans le cimetière juif à Agadir. Nous avons également eu la chance d'explorer le synagogue à Agadir. Nous avons également eu la chance d'avoir un dîner, une banquette ensemble. Je suis à de ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, je m'appelle Abdelkarim Inez. Je travaille actuellement en tant que spécialiste dans le patrimoine matériel. Je vais vous faire une présentation intitulée comme suit la préservation du patrimoine matériel du Maroc à travers la fondation du Grand Atlas et la société d'Assor et l'organisation américaine Assor. La subvention a été octroyée dans la période qui s'étale entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2023. Ceci a été octroyé par Assor pour former les communautés minoritaires religieuses et ethniques pour sensibiliser autour de l'importance de la cohabitation et de l'harmonie entre les différentes communautés et pour renforcer le dialogue religieux entre les différentes communautés religieuses, le renforcement des relations communautaires entre les différentes ethnies et raciales. Et j'ai trouvé que ce serait intéressant de faire de présentation sur 4 parties. La première partie porte sur la formation de la documentation des sites que nous avons réalisés déjà pour présenter les différentes réalisations que nous avons accomplies à travers le dialogue entre interreligieux. Dans le dernier point, nous allons présenter les activités marquantes que nous avons effectuées pour renforcer le dialogue et pour renforcer également
le travail conjoint entre les communautés. Et nous allons présenter également le produit de notre travail au niveau local, national et régional à travers les formations. Le premier objectif porte sur la formation pour la documentation du patrimoine. Le premier objectif que nous avons réalisé et qui porte sur la documentation du patrimoine, l'organisation Açor a veillé à former plusieurs personnes de la Fondation du Grand Atlas et j'en faisais partie. Ensuite, nous avons réalisé une série de une série de formations de cadres. Nous avons eu des formations. Nous avons rassemblé des participants de la communauté amazigh qui ont assisté et qui ont contribué dans cette thématique à Casablanca. Et nous avions 22 participants de l'université de Zohr. Ensuite, nous avons formé 38 personnes des sessions qui ont été dédiées à la société civile à Souira. Ces formations portaient sur la collecte des données à travers le Kobo Toolbox. Ensuite, elles portent sur la cartographie à travers l'outil QGIS. Ensuite, le traitement d'images à travers la photogrammétrie. Et finalement, nous avons travaillé sur le LibreCAD en modélisant des modèles ou en concevant des modèles 2D. Voici quelques photos que nous avons prises lors de cette formation ou lors de cette série de formations et au cours de ces modules de formation, que ce soit dans la partie théorique ou pratique. Au niveau du deuxième objectif qui porte sur la documentation des sites de patrimoine, nous avons jusque-là pu inventorier 235 sites qui ont été documentés dans tout le territoire national, dont 79% font partie de la communauté juive, 15% fait partie de la communauté chrétienne et 6% appartient à la communauté amazigh. Et directement après la collecte de toutes ces données, de toutes ces informations sur les sites, nous avons effectué le traitement de ces données sur le programme QGIS pour obtenir un nombre important de cartes qui peuvent être utilisées dans des rapports autour de ces thèmes. Et nous avons réalisé plusieurs cartes au niveau national, comme vous pouvez le voir sur cette carte qui montre les sites que nous avons documentés dans la totalité du territoire national ou au niveau régional, où nous avons réalisé des cartes régionales qui comprennent les 10 régions que nous avons dans notre pays. Par ailleurs, nous avons réalisé également une carte interactive et je vais essayer de vous l'afficher. Et voici l'aperçu final que nous avons pu avoir. Elle comprend toutes les zones qui ont été repérées et tous les sites qui ont été documentés. Tous les sites qui ont été intégrés comprennent toutes les données qui ont été collectées et inventoriées dans le cadre de ce projet. Au cours de la réalisation de cette activité et nous avons préparé des formulaires que nous avons remplis. De plus, nous pouvons ajouter des liens pour montrer
Et chaque site a été, chaque site a été préparé à part entière, de telle sorte que l'affichage de toutes les données de chaque site sont possibles en cliquant sur ces sites. La même chose a été réalisée au niveau de la totalité du territoire national, selon la disponibilité des ressources et selon les sites qui étaient accessibles et que nous avons pu documenter. Voilà, la même chose s'applique pour ces sites. Nous pouvons voir également des photos qui ont été prises lors de cette activité. Nous pouvons ajouter également des liens pour montrer les modèles 3D pour donner plus d'informations à cette carte. Ensuite, après ce travail de cartographie, nous avons réalisé un nombre de statistiques sur la situation actuelle ou l'état des lieux de ces sites, de telle sorte que nous avons pu conclure l'état des lieux de ces sites. Et toutes ces données peuvent être utilisées, que ce soit dans les rapports ou dans le cadre de la cartographie interactive que nous avons réalisée. Après ce travail cartographique, nous avons choisi et sélectionné 5 sites pour raffiner le travail autour de ces 5 sites et pour réaliser des modèles 3D. Ces modèles, bien évidemment, sont assimilés à des documents palpables qui montrent la situation de ces sites lors de la visite que nous avons réalisée. Et là, nous pouvons voir quelques modèles 3D que nous avons conçus, que ce soit dans les tombes, pour montrer la situation euh, de ces tombes lorsque nous avons effectué la visite. Et ces modèles 3D peuvent être réalisés autour de quelques constructions, de quelques bâtiments et monuments que nous avons, sur lesquels nous avons travaillé. La même chose est observée. Voici un modèle 3D pour montrer la situation des tombes et des sanctuaires. C'est un sanctuaire juif et nous avons pu prendre toutes les dimensions pour montrer la situation de ce sanctuaire de manière interactive. Et c'est possible pour les différents pays d'avoir une visite, d'avoir une visite virtuelle dans ces zones avant même de visiter ou sans pour autant visiter les lieux. Les mêmes euh, sites ont été démontrés. Nous avons 5 modèles 3D que nous avons générés. Et cette partie nous donne un aperçu sur les différentes dimensions que recouvrent ces sites pour ces monuments. Et l'image que vous pouvez voir sur l'écran est un modèle d'un rabbin, David Hazen,
et le rabbin Ibrahim Azoulay dans la ville de Marrakech. Et nous avons préparé un nombre d'articles qui sont déjà disponibles sur Internet, qui ont été publiés. Et une partie Cela est est disponible dans la déjà carte interactive comprise qui a dans la été conçue cartographie que pour nous ce avons genre de réalisée pour site. CIST. Et nous avons aussi réalisé beaucoup plus de 15 articles qui sont en cours de révision et pour une future révision, comme nous avons évoqué, au niveau de la coopération ou partenariat entre les sociétés, les communautés et les minorités religieuses. Nous avons réaliser et programmer quelques activités de sensibilisation, soit pour la première activité au niveau de la ville de Oujda et la deuxième activité qui a eu lieu au niveau de Khaham, Raphaël, et ou bien au niveau du marabout Raphaël, ou bien aux autres activités qui ont eu lieu dans la ville de Fès, de la sensibilisation en relation avec l'aspect juridique, avec toutes ces activités-là durées pendant toute une journée et sont composés de plusieurs ateliers en relation avec l'identité, la culture, ainsi que l'éducation envers cela, y compris des tables rondes en relation avec la plaidoyer, et de sensibiliser les gens en relation avec le patrimoine culturel. Et par la suite, nous représentons des restitutions en relation avec la documentation, en relation avec la collecte des données et la collecte des données en relation avec les sites. Au niveau du renforcement des relations communautaires et gouvernementales sur le niveau local, national et régional, nous avons organisé des sessions avec des ex-ministres, avec la société civile, avec les citoyens pour parler des priorités à travers un ensemble de recommandations et d'idées qui ont été partagées et inclus dans le rapport final de ce programme. Et pour clôturer, je vous remercie pour votre attention, mesdames et messieurs, et nous souhaitons vous rencontrer euh, pour nous rencontrer vendredi pour pouvoir discuter beaucoup plus, en discuter beaucoup plus. Bonsoir à toutes et à tous. Dans le cadre du partenariat avec l'association JUR, j'ai travaillé sur l'ensemble des musées ou bien les parcours du musée qui représentent les spécificités de chaque musée où nous avons intitulé Tamaribiette pour vous indiquer que le Maghreb est consacré pour tous les euh, on l'a appelé la caisse à outils des musées, là où nous avons des outils qui peuvent, nous considérons par exemple l'exemple tout ce qui est en relation avec l'ensemble des musées de la ville de Casablanca et l'autre qui est considéré et d'autres les outils des musées pour d'autres villes. Et quels sont les ensembles? Quels sont les objectifs? De rapprocher les enfants et le public du culture et essayer d'expliquer
cela d'une façon simple et essayer de donner une idée sur la situation avec un certain impact à travers le renforcement de la confiance en relation avec le patrimoine culturel. Comment nous avons commencé cela? Il y a toujours un début. L'idée a commencé avec une réunion, une présentation, et j'ai aimé l'idée et j'ai commencé à travailler ainsi avec les sciences humaines, et les membres du club ont aimé cette initiative et avec la participation de monsieur, la première rencontre était en relation avec les musées de Dar el-Baïda. Nous avons commencé à travailler sur la culture de la tolérance et avec aussi la période préhistorique. Là, vous voyez les photos du début de notre expérience et comment nos partenaires étaient très ouverts envers cette initiative. جيبهم الكل. Et nous avons eu 11 outils et nous vous remercions pour cela. Afin de voir les avantages de ces activités-là, nous avons organisé plusieurs activités au niveau des centres culturels et au niveau des écoles. Par exemple, des activités d'animation ou des activités de formation qui ont eu lieu au niveau de l'école primaire à Casablanca à l'occasion du mois du patrimoine en 2023. Et nous avons projeté notre ensemble des outils des musées afin de reconnaître les spécificités de cette ville qui semblait être qui a commencé depuis la période préhistorique. Dans le cadre de l'animation culturelle, nous avons organisé une activité avec certaines personnes et nous avons tiré avantage de cela à travers l'explication des méthodes et à travers les compétences des enfants, y compris la culture marocaine et ces outils, ces compétences-là étaient classifiées
durant l'histoire humaine, classifiés durant les ères de l'histoire humaine ou les époques. Au niveau de ces photos-là, vous pouvez voir les ateliers qui ont été réalisés avec les enfants des écoles primaires et pour aussi les centres culturels. Les, euh, les parties les plus importantes, c'est la définition à travers cette à travers un camp ou à travers avec un bootcamp et cela a été inclus dans le programme avec certaines activités. Et ce rassemblement nous a aidés et il y a eu plusieurs mm, et ils ont essayé de faciliter et ils étaient vraiment impressionnés par tout ce qu'ils ont vu et avec les nouvelles idées pour qu'ils puissent préparer une nouvelle boîte orientée envers les enfants et pour pouvoir introduire cette boîte à outils. Et les enfants ont été impressionnés par tout ce qui a été présenté. Il y a eu une proposition qui a été vraiment très bénéfique pour les enfants, pour qu'ils puissent avoir une idée sur le patrimoine et sur tout ce qui a été présenté au niveau de ce camp. Là, vous voyez des photos du partage avec les animateurs au niveau des colonies. Et ces colonies-là étaient vraiment des colonies de vacances ou des colonies de formation. Euh, et là, vous pouvez voir que l'idée de cette boîte à outils pour les musées pourrait être présentée et pourrait être très avantageuse pour les jeunes et pour les enfants. Et en ce qui concerne les changements qui ont eu lieu, il y a eu un impact sur la façon de donner un message et de faire comprendre ce message, et y compris les premiers résultats que nous pouvons collecter de cette boîte à outils des musées. Nous avons essayé de faciliter, rapprocher l'histoire de Casablanca auprès des élèves des écoles primaires. En ce qui concerne les objectifs que nous voyons dans le futur, c'est nous avons essayé de créer de nouvelles boîtes à outils et nous avons essayé de faire participer beaucoup plus de centres culturels, beaucoup plus d'écoles, et nous avons essayé de participer dans les manifestations culturelles qui sont consacrées aux enfants particulièrement. Et cette ville a été vraiment considérée comme étant le capital touristique du Maroc. C'est pour cela que nous avons essayé de faire participer beaucoup plus de gens et à travers aussi les manifestations culturelles qui étaient vraiment très, 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 très pertinentes pour qu'on puisse inclure ces outils-là au niveau du cursus éducatif, au niveau des écoles. Et c'est un projet qui représente une certaine multitude, certains horizons et beaucoup plus d'activités pourraient être considérées comme étant dans les activités principales des élèves, pour qu'on puisse sensibiliser les Marocains. Nous avons essayé de voir la façon avec laquelle nous pouvons préparer ces outils-là à partir des outils pour qu'ils représentent notre patrimoine d'une façon facile
et qui pourrait être un avantage. Et nous avons essayé de partager tout cela avec. Nous vous remercions pour votre attention. Bonjour, je vais présenter cette présentation en relation avec le patrimoine amazigh au niveau y inclus dans le projet de l'association Azor en Tunisie. Et cette présentation est faite par Abtissem Sabri et c'est Sabri et Belkacem Kamri. Cette présentation est une présentation préliminaire de la documentation. Et nous souhaitons avoir beaucoup plus d'autres études. Euh, il y a une importance cruciale, comme vous voyez ici, l'importance de tout ce qui est. Et pour pouvoir aussi, nous allons essayer d'avoir beaucoup plus d'importance et nous allons avoir d'autres priorités avec ce travail. Les librairies en Tunisie. Nous avons un manque de plusieurs informations de ce genre de thématique. La Tunisie, le clé, la Tunisie est le corps de la langue amazigh et elle est la clé pour tout ce qui la zone que nous appelons Duirat. C'est un gîte de Duirat, c'est un village, c'est le village de Duirat. Et c'est le nom de cette ville. La ville de Duirat et qui représente une ville qui est considérée comme étant gazo. Et cette ville que nous pouvons voir au niveau des gîtes et qui ont été vraiment organisés d'une façon bien. Et nous avons une ligne de 3 kilomètres avec des gîtes qui ont été vraiment abandonnés, à l'exception de la mosquée Jema Nakhli au niveau du milieu de la rue et avec certaines maisons qui ont été vraiment rénovées pour qu'on puisse accueillir les touristes et les visiteurs. Et là, vous voyez le palmier et les maisons, les gîtes qui ont été créés au niveau de la montagne. Et là, vous pouvez voir le sommet de palais et au niveau bas, vous pouvez voir le reste, les décombres des maisons. Et là, vous pouvez voir le lever de soleil et avec une photo des décombres des maisons abandonnées et des maisons qui ont été détruites. Et là, ces deux photos-là, vous pouvez voir Hôtel Hasna et l'hôtel Raouf sur la droite. Et ces hôtels-là accueillent pour le moment les touristes. Et là, c'est une vidéo qui vous montre une vue d'ensemble, la situation chaotique de ces maisons abandonnées. Duirette est un exemple de ville qui ont été encerclées à Tataouine, mais il y en a d'autres villes qui sont dans une situation très dérisoire et certaines parties ont été détruites. Vous pouvez voir Hermesa et Chneni sur les deux photos. Tout ce patrimoine est vraiment menacé par la disparition.
Mais avec l'arrivée de l'association Azor et le travail sur terrain que nous avons essayé de voir, nous avons trouvé plusieurs régions. Euh, Nous avons essayé de voir et nous avons créé des visites sur terrain et des activités sur terrain à travers Google Maps pour qu'on puisse utiliser aussi Google Connect et le système d'information Google GS et les bases de données de photographie géométrique pour qu'on puisse avoir des exemples. L'association Azor nous ont fourni des outils pour qu'on puisse avoir et qu'on puisse réaliser plusieurs sessions de formation et avec différentes et cette photo vous montre tout ce que nous avons réalisé, tout ce que nous avons eu à Chneni à droite avec la technique euh, de nous avons essayé d'inclure dans la liste les marabouts, les maisons, les collectivités, euh, les, pal- les montagnes, les palais, et nous avons été en mesure de collecter 60 points. Et vous voyez ici le projet à Tataouine et à Gerba que nous avons traité à travers Toolbox. Et Azor nous a Et là, vous pouvez voir LCS Sabri avec son certificat et sur la droite, Belgesem Gamri avec sa photo. Et Azor ne s'est pas arrêté au niveau de la formation, mais ils ont créé un laboratoire qui a été équipé par toutes les technologies pour qu'on puisse continuer à travailler. Cet laboratoire est localisé au niveau de l'association Collect Vaudrillette et nous avons accueilli les personnes Belgesem Kamri, Safwan Lili, et qui sont devenus des membres au niveau du laboratoire. Ce laboratoire pourrait vraiment aussi traiter les exemples de toute la zone et pour la Tunisie en général, pas uniquement pour la zone de Tataouine. Et nous avons été en mesure de créer des 3D, des simulations en 3D de la mosquée El Karma. Et vous voyez ici euh, cette photo réelle en haut. Et vous voyez ici le modèle 3D qu'on a réalisé avec Agessor en bas. Et nous avons aussi essayé de documenter cette industrie d'huile que nous avons eue. Et ce sont deux photos 3D et la troisième photo en utilisant le programme LibRake. Et avec le laboratoire technologique d'Azor, nous avons essayé d'atteindre le sommet du palais d'Uiret, là où nous pouvons voir beaucoup plus euh, de, euh, euh, de, d'entrepôts de céréales. Mais les touristes dépassent le palais sans le fait d'avoir une idée sur son importance. Et le fait d'en avoir accès va faciliter l'accès au sommet du palais et de comprendre les différentes composantes de ce site archéologique. Nous avons commencé à souligner les endroits que nous souhaitons inclure dans la carte pour que nous réalisons. Et dans cette photo, généralement, ce point avant de visiter le palais et d'autres zones que nous souhaitons voir comme étant la mosquée et le marabout Slimane Khmira, ainsi que
ce millier et nous avons utilisé le programme QGIS pour qu'on puisse les inclure dans le point pour qu'on puisse avoir les points les plus importants à partir d'Azor afin d'avoir une demande de restitution. On doit avoir un dossier qui inclut différentes zones. Nous avons commencé à préparer notre document et nous souhaitons le présenter pour un financement national. Et sans le soutien d'Azor, nous, un membre de personnes de Tataouine, comment peut-on réaliser ce laboratoire au niveau de notre village? C'est pour cela que nous sommes vraiment très heureux et très reconnaissants envers Azor pour ce soutien. Et si vous allez visiter Duirette, et nous souhaitons que vous allez le faire rapidement, nous allons vous présenter le couscous de Duirette qui serait vraiment un très bon plat et nous vous remercions pour votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des mosquées ibadites dans la ville de Jerba et c'est un patrimoine en cours d'extension. L'île de Jerba est considérée comme étant une destination touristique, mais tout son patrimoine a été oublié malgré le fait de l'inclure récemment dans les listes de l'UNESCO. C'est un patrimoine architectural avec les maisons, l'ahwesh, les boutiques de textiles, les industries. Nous avons plusieurs mosquées, plusieurs marabouts qui ont été oubliés, et qui sont en train d'être avec une certaine négligence de la part du gouvernement. Et en travaillant avec Assor, nous avons commencé à travailler sur la photogrammétrie et nous avons pris des exemples et on s'est focalisé sur le pire. C'est ce qu'il a demandé, y compris, nous avons 293 mosquées. Là, un quart de ces mosquées-là sont en danger et sont menacées par l'extinction. Et nous avons 20 mosquées qui nécessitent leur rénovation. Nous souhaitons attirer votre attention sur l'importance architecturale que revêt ces mosquées, à savoir la mosquée de Hara, Houch, Maaris, Warsiren et la mosquée de Adwi qui est située dans Houmet Sedwikish et il est attribué à à un personnage religieux, mais nous n'avons pas assez de données sur ce personnage et nous n'avons pas assez de données sur cette mosquée, mais ce que nous avons remarqué, c'est que cette mosquée contient plusieurs ornements très spécifiques. Il y a la mosquée de Baran qui est située dans la région de Wedesbib. Il est à proximité de la mosquée, situation dégradée, mais ces murs restent en bon état et peuvent être restaurés. Ensuite, la mosquée de Marzouzine, c'est une mosquée qui est située à Houmet Mezreya, Wahbi. Il fait partie de la délégation de Cédrienne et il remonte en 5e siècle. Masjid Ben Yakhlef, il est situé dans le sud-ouest de la mosquée. Il fait partie de la délégation de
sadrienne et il existait depuis l'année 1664 du calendrier grégorien, c'est-à-dire il remonte à l'année 1074 de l'Hégire. La mosquée de Gmir est l'une des mosquées de défense. Il est en situation très dégradée, il est en état destructif et la plupart a été démolie ou a été détruit. Ensuite, nous avons Masjid Lahjar, qui est l'une des mosquées qui est l'une des mosquées de défense, mais malheureusement, il est en situation de ruine et en situation euh, très mauvaise. Ensuite, nous avons le masjid de Rouch qui est situé à Houmet Mazraya. Il a une superficie de 500 mètres carrés. Il est en situation de ruine, mais il peut être restauré, notamment dans la partie supérieure. Masjid Al-Hara, il est situé à Houmet Chat dans une zone archéologique roumaine. C'est une mosquée wahhabite et il remonte à au 8e siècle de l'Hégire et au 14e siècle du calendrier grégorien. Il joue un rôle très important. Ensuite, nous avons Masjid Jalata qui est situé à Houmet le Gro, 4,5 mètres sur 84,5 mètres. C'est une mosquée dont le nom a été nommé sur un personnage religieux très célèbre. Ensuite, nous allons passer à la mosquée de Walsirin, qui est située sur le côte sud-ouest de l'île de Djerba. Nous avons 10 mètres sur 9,5 mètres. C'est une zone abandonnée et il est en mauvais état. Et il existe plusieurs actes de forage, de creusement et, de déterrement qui a été mené et qui a dégradé davantage la situation de cette mosquée. Ensuite, nous avons à droite la mosquée de Zid et dans la partie gauche, la mosquée de Ziga. Et comme vous pouvez constater, la situation à Welsiren. Voici quelques photos. Je suis arrivée à la fin de ma présentation. Merci beaucoup pour votre écoute et j'espère que vous avez pu avoir des éléments intéressants sur lesquels nous pouvons bâtir et aller de l'avant et j'espère que la situation s'améliorera dans le futur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Maintenant, nous allons ouvrir le débat et les discussions et nous allons voir les questions et essayer d'y répondre. J'aimerais seulement vous faire un rappel. Il y a dans la partie basse de l'écran une partie réservée aux questions et aux réponses. Si jamais vous aurez des questions à poser, merci de les poser sur le Q&A. Je vous remercie. Nous avons un nombre de questions qui ont été posées.
Je vais essayer de les rassembler. Il y a une question. Nous avons 3 questions par Monsieur William Reynolds. La première question est adressée à Madame Awatef de la Tunisie. Est-ce que d'autres tombes juives ont été documentées? Quelles sont les recommandations que vous pouvez faire à cet effet par rapport aux autres sites et quels sont les défis auxquels vous faites face par rapport à cela? Il y a une autre question, toujours avec Monsieur William Reynolds, sûr, et il est adressé à Monsieur Lassad. Est-il possible d'impliquer d'autres organisations et d'autres bénévoles pour vous aider dans votre travail de préservation du patrimoine par rapport à l'élaboration de cette cartographie culturelle des minorités juives pour servir, pour être, pour être valable pour les touristes? Il y a une autre question qui a été posée par Monsieur William et qui m'a été adressée personnellement par rapport à la mallette de musée. Est-ce qu'il y a d'autres organes qui peuvent vous aider à réaliser d'autres mallettes? Il y a une autre question qui est posée pour Madame Awatef et Monsieur Lassad. Quelles sont les discussions que vous avez menées avec la population locale pour protéger ce patrimoine ou le patrimoine de ces minorités en Tunisie? Il y a une autre question qui a été posée également. Je ne sais pas, il est adressé à qui, mais il porte principalement sur la documentation et la protection du patrimoine en Tunisie et au Maroc. Est-ce qu'il y a les mêmes défis? Est-ce qu'il y a des défis partagés entre la Tunisie et le Maroc? Est-ce qu'il y a des dialogues et une collaboration entre les groupes de travail et la population locale? Et comment est-ce que ceci pourrait être optimisé? Comment est-ce qu'on pourrait y travailler? Comment est-ce qu'on pourrait optimiser la situation? Merci. Voici quelques questions que j'ai essayé de lire et j'espère que vous posez plus de questions. Alors, j'espère que les participants, je vais céder maintenant la parole aux conférenciers pour répondre à ces questions dans un premier temps. Ensuite, nous allons essayer de répondre à une autre série de questions. Nous pouvons participer ou répondre à ces questions. Est-ce qu'on peut répondre? Oui. Par rapport, si vous pouvez vous présenter tout d'abord. Merci. Je suis Awatef Bahroun. Je suis étudiante doctorante sur le patrimoine juif dans le Cap-Ban principalement, et spécifiquement et en Tunisie de manière générale. Et j'ai travaillé sur le cimetière juif dans la zone, dans la ville de Soliman. Et j'ai fait ma présentation et j'ai exposé mon expérience avec Assor sur la documentation de ce cimetière. Et nous avons réalisé un travail raffiné de ces tombes et de ces cimetières. Et nous avons pris les mesures de ces cimetières et nous avons identifié même les familles euh, des personnes enterrées. Et nous avons pu avoir quelques inscriptions par rapport aux autres tombes ou aux autres cimetières qui existent dans le reste du pays. Nous ne les avons pas encore documentés, mais je pense qu'ils sont en voie de disparition, comme est le cas pour le cimetière de Soliman. J'ai visité le cimetière du Kermouan. Nous avons un cimetière qui est en place, qui est dans une situation moyenne. Il n'y a pas de dégradation comme est le cas dans d'autres cimetières. Par exemple, le cimetière de Soliman, il n'y a pas de forage, il n'y a pas de creusement. À Medni,
Je n'ai pas encore fait une étude de ce cimetière, mais il existe plusieurs cimetières juifs dans le pays qui n'ont pas encore été étudiés ou documentés, malheureusement. Et pour votre information, l'organisation d'Assor est la première organisation, voire la seule organisation qui a mené une étude, une documentation raffinée et profonde du cimetière de Soliman. Même dans les documents de la Tunisie, dans le cahier de la Tunisie, je n'ai trouvé aucune trace de documentation ou de travaux menés pour le cimetière de Soliman. Il n'y a aucune mention du cimetière de Soliman dans la documentation tunisienne que j'ai essayé de solliciter. J'ai parlé, est-ce que vous m'entendez? Oui, nous avons pu vous écouter. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci. Professeur Abdelkrim, quels sont les défis auxquels vous avez fait face? Alors maintenant, nous cédons la parole à professeur Abdelkrim. Bonjour tout le monde. En ce qui nous concerne, les défis auxquels nous avons fait face,
au cours de la documentation au Maroc. En premier lieu, les défis sont liés principalement à l'octroi de permis et d'autorisation pour pouvoir accéder à certains sites, notamment les sites réservés et attachés à des minorités. Comme vous savez, la plupart des sites historiques et archéologiques sont observés et contrôlés par l'État. Il y a toujours des gardes qui ne laissent pas tout le monde pénétrer à ces sites et il faut octroyer des permis au préalable pour pouvoir y accéder. Et comme vous savez, il y a toujours des dépassements. Il faut présenter des demandes préliminaires pour pouvoir effectuer cette visite. Et en dépit de ces procédures, nous avons trouvé également des préoccupations et des difficultés pour nous permettre et nous autoriser de documenter ce patrimoine. Par exemple, lors de la réalisation des modèles 3D, lors de la réalisation des cartes, nous avons trouvé plusieurs défis et ceci résume les défis auxquels nous avons fait face au cours de notre travail. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a une collaboration entre les groupes de travail? Professeur Abdelkrim. Honnêtement, jusque-là, il n'y avait pas de collaboration entre les groupes de travail. Selon ma connaissance, nous avons collaboré avec quelques personnes, mais il n'y avait pas de coordination. Nous avons des coordinateurs culturels qui travaillent avec la Fondation du Grand Atlas. Nous avons gardé un contact avec Monsieur Jamel seulement au niveau de la Fondation, avec qui Assor est en train d'interagir au Maroc. Personnellement, j'interagis seulement avec Jamel en ce qui me concerne. Merci beaucoup. Maintenant, je cède la parole à Monsieur Jamel. Le son n'est pas clair. Monsieur Jamel, je vous cède la parole. Le son n'est pas clair. Est-ce que vous m'entendez? Le- Non, on ne peut pas vous entendre, Monsieur Jamel. La voix est trop basse. Maintenant, je vais céder la parole à Monsieur Jamel Mariouzi. Bonjour tout le monde. Je vous souhaite tous la bienvenue. Nous allons essayer d'apporter des éléments de réponse par rapport aux questions qui nous ont été adressées, par rapport à l'interaction entre les communautés locales, par exemple à Daroudant et à Tanamert. Il y a eu un dialogue interculturel entre la Fondation du Grand Atlas et la population locale. Et ce village contient un cimetière conjoint entre les Juifs et les musulmans. Et parmi les résultats que nous avons réalisés suite au dialogue interculturel, c'est que l'environnement de ce cimetière a été transformé à une, à une pépinière où il y avait beaucoup de plantations. Il y a eu une interaction entre l'organisation Assor et la Fondation du Grand Atlas. Entre ces deux institutions et la population locale, il y a eu une interaction
travers le prêtre Marc de l'Église. Et il a proposé de faire une transformation ou de transformer l'espace de l'Église vers un espace culturel qui permet de rassembler les minorités religieuses et pour servir d'endroit de promotion de la culture d'harmonisation. Merci. Il y a une autre question qui est adressée à professeur Sabri, Madame Abtissem et Monsieur Gomri sur ce qui suit. Est-ce que vous avez réalisé une comparaison entre les Ksours de Tataouine et les Ksours de la montagne de Nafoussa en Libye? Merci. Professeur Essia Abtissem ou Belkacem, vous avez la parole. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Merci. La question est la suivante. Est-ce que vous avez réalisé une comparaison entre les Ksours de Nafoussa et les Ksours du sud-est? En effet, la, la montagne de Nafoussa et la région de Tataouine à l'époque faisaient partie de la même région. Il n'y avait pas de frontières et ces deux endroits font partie de la série de montagnes qui était continue. Il y avait beaucoup de proximité. Il y avait même des ressemblances par rapport à l'architecture également, notamment pour les palais. Mais les palais comme le palais de Chnenye ou de Dwiret, il y a peut-être une différence parce que les palais montagneux euh, euh, ont été bâtis sur un village montagneux, comme nous l'avons illustré sur les photos que nous avons affichées. Selon nos recherches, il y a des palais qui ressemblent au palais de Hdeda ou Led Sultan, Gebla et d'autres palais ou qsour qui existent, tel est le cas pour Qasr Saneta, qui est le palais le plus ancien dans la zone de Tataouine ou dans la région de Tataouine et qui remonte à 500 tons au 5e siècle de l'Hégire. Et nous avons beaucoup de différences parfois et de marques différentes entre plusieurs palais. Merci beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à professeur Jamel Eddine Ben Saïdan. Est-ce que vous m'entendez? Professeur Jamel Eddine Ben Saïdan? Il semble qu'il y a un problème. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, parfaitement bien. Merci. Il y avait peut-être un problème dans mon ordinateur. Je voulais répondre à l'une des questions qui porte sur la collaboration entre les différentes initiatives dans les différents pays, parce qu'à l'échelle locale, je pense que chaque région est en train de travailler de manière séparée. Nous, en Tunisie, par exemple, au niveau de l'association de Carthagène, nous sommes en train de travailler en collaboration avec d'autres associations, tel est le cas pour l'association de la Manouba, et ainsi de suite, parce que nous sommes en train de travailler sur le même projet. Nous avons collaboré avec quelques confrères en Libye, nous avons eu quelques visites ensemble, nous avons découvert le travail qu'ils ont réalisé avec nous. Peut-être j'aurai l'opportunité de découvrir, d'explorer le travail qui a été réalisé au Maroc. Peut-être que ce sera une belle opportunité pour collaborer ensemble et pour réaliser une coordination entre nous. En effet, nous avons beaucoup de points de ressemblance, nous avons beaucoup de points communs et je pense que ces projets vont ouvrir des portes de collaboration et de coopération entre les associations, entre les individus, entre les institutions dans nos différents pays parce qu'en fin de compte, nous avons beaucoup de points communs, plus que l'on pense.
Et c'est ce que je voulais souligner. Est-ce qu'il y a, il y a une autre question qui est adressée à Monsieur Abdelkarim. Les, euh, les synagogues qui ont été modélisées en 3D, est-ce qu'ils sont publiés sur Internet? Et comment? Ou est-ce qu'il est possible de les visiter et de regarder ces modèles de, notamment pour les tombes qui ont des épitaphes en hébreu? Bonjour. En ce qui concerne le travail que nous avons réalisé jusque-là et en cours de progrès pour le lier, pour le publier sur Internet, notamment pour les cartes, les modèles 3D également. Nous sommes en cours de développement de ces cartes, mais malheureusement, nous n'avons pas encore mis euh, ces cartes sur Internet parce qu'elles ne sont pas encore finalisées. Il faut y ajouter beaucoup d'informations, beaucoup de données. Il faut les raffiner davantage pour pouvoir les publier et les mettre disponibles en ligne pour tout le public. Par contre, nous allons essayer de progresser davantage sur ce travail pour mettre ces informations disponibles. Et en ce moment, nous sommes en train de préparer et de raffiner ces cartes, de finaliser et d'achever ces cartes avec ces annexes pour les mettre publiques, pour les rendre publiques. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore publié, mais j'espère que ceci sera réalisé dans les plus brefs délais. J'espère que ce sera publié en ligne pour que tout le monde puisse y accéder et en bénéficier. Merci. Merci, professeur Abdelkrim. La même question est adressée à Monsieur Lassad Dandani. Oui, vous avez la parole. Professeur Lassad Dandani, vous avez la parole. Maintenant, il y a une autre question qui a été adressée à Madame Sabri. Quels sont les travaux que vous avez réalisés, que vous avez menés pour sensibiliser la communauté et les habitants de Duirat de l'importance du patrimoine culturel de leur région? Nous avons eu beaucoup d'événements à notre niveau dans le groupe de Essia Sabri et Petit Sem Sabri. Nous avons organisé plusieurs événements et nous avons organisé plusieurs foires également et des ateliers où nous avons présenté également plusieurs plats traditionnels. Nous avons effectué également une simulation avec la vie
des ancêtres. Et dans la zone de Duirette antique, nous avons animé des sessions de formation avec les enfants. Nous avons ravivé et promu plusieurs traditions et coutumes anciennes, telles que le tambour et ainsi de suite. Nous avons également documenté, en collaboration avec plusieurs jeunes, de documenter plusieurs sites à Duret, tel est le cas du Mausolée et les pressoirs et même quelques habitations abandonnées qui ont été transformées en des hôtels par quelques associations. Parmi les participants, nous avions 25 personnes, des jeunes femmes et hommes de la région de Duret. Voici donc pour résumer les événements que nous avons organisés pour la sensibilisation et pour promouvoir le message pour tous les Amazighs qui vivent dans la région de Duret et autres, notamment dans la région du sud-est et même dans la partie nord du pays, pour montrer que la zone de Duret est encore ravivée par son patrimoine matériel et immatériel. Maintenant, je cède la parole à professeur Safouane. Des mosquées, nous n'avons pas rencontré des problèmes tant que En fait, nous par rapport à la avons documentation des sites ibadites nous à avons eu des Djerba, nous avons trouvé problèmes beaucoup de difficultés. avec des chiens errants et avec le fait de avoir des puits qui ont été d'une certaine hauteur. Mais nous avons eu quelques problèmes en relation avec la documentation des cimetières des personnes de couleur ou nous avons eu des problèmes avec des citoyens de Djerba qui ont posé quelques questions. Mais nous avons eu quelques interactions de la part de l'Institut du patrimoine, de l'école supérieure de l'architecture et d'urbanisme, parce qu'ils ont vu que nous avons vraiment été très actifs. Et eux aussi, ils étaient très actifs. Et c'était une très bonne initiative. Et c'était euh, un point qui nous a aidé à restituer et restaurer le patrimoine au niveau de Djerba. Merci, merci à vous. Maintenant, je donne la parole à Madame Awad. Malheureusement, on doit s'arrêter à ce niveau. we need to stop here. Okay. Je m'excuse pour I le fait de vous apologize, avoir Atif. We interrompu. can Nous get your question nous added to the pouvons recording. répondre à vos questions Okay, no après problem, no problem. l'enregistrement. So I just want to thank J'aimerais bien vous remercier les personnes qui everyone ont again. Thank présenté. you Je to our remercie aussi presenters, and thank you to all of our les participants, as interprètes, well les as all of our participants. Je sais que translators. c'est un travail This is très not easy difficile. work. So we very J'apprécie le much travail appreciate de tout le monde, la everyone's participation, et participation je and vous efforts in encourage à this. nous joindre And I demain. encourage you to please join us Ce sera la tomorrow troisième for journée de the cet final day of the événement. event Et si on vous the êtes vraiment Sahel. intéressé And if you're interested in aux learning more informations, il y a information, un lien there là où vous is a pouvez vous link to a sign up inscrire pour to do so continuer in avec le chat. the chat. Merci. Merci encore une fois. So Merci thank you Ratiba. again, Et everyone. nous Thank you, souhaitons Ratiba. vous voir And we hope to see demain. you all tomorrow. Merci. Salam.